Numéro 10. Steven Steiner. C'était le 4 décembre 1972 et un gentil garçon de 7 ans nommé Stefan Steiner rentrait de l'école à Merced, en Californie. C'était un trajet qu'il faisait presque tous les jours. Cette fois, il n'avait aucune idée qu'il était déjà dans la ligne de mire du mal absolu. Il n'était pas le seul à avoir été approché ce jour-là par Irvin Edward Murphy, un homme adulte qui avait une attitude un peu étrange. Pas vraiment menaçant, juste un peu bizarre. Irvin distribuait des brochures religieuses pour enfants, essayant de voir lesquels d'entre eux avaient la foi dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'éducation religieuse de Stephen allait le punir de la façon la plus cruelle et horrible. Stephen entra dans le jeu d'Irvin, car sa mère lui avait toujours appris à être aimable et poli. Il demanda à Stephen si sa mère voudrait lire de la littérature religieuse. Quand Stephen a répondu oui, le diable est arrivé dans une Buick blanche pour les accueillir. L'homme au volant, Kenneth Parnell, paraissait amical. Il partageait plusieurs points communs avec les garçons de l'âge de Stephen, comme le goût pour les jeux de rôle. Il a attiré un autre petit garçon innocent dans ses griffes en faisant semblant d'être un policier serviable en 1951. Le début des années 1970 était plus innocent, avant la peur des inconnus et les documentaires de faits divers. Stephen et Irvin sont montés à l'arrière de la Buick de Kenneth. Stephen ne serait pas revu par aucun membre de sa famille avant d'avoir 14 ans. La vie des Steiner est devenue un enfer, car les campagnes nationales pour retrouver leur enfant restaient vaines. Les parents de Stephen étaient dévastés. La vie était déjà assez difficile avec 4 autres enfants, mais l'absence de Stephen et l'inquiétude constante pour son retour les rongeaient. Le frère aîné de Stephen, Kerry, avait l'impression de vivre dans l'ombre de son frère disparu, négligé alors que la gravité du chagrin de ses parents accaparait toute leur attention. Peut-être que si Stephen n'avait pas été enlevé, les parents Steiner auraient vu l'obscurité croître dans le cœur de Kerry. Mais il était déjà trop tard. Ces premières heures terrifiantes où Stephen n'est pas rentré de l'école se sont transformées en jours, en semaines, en mois, puis en années. Et puis, l'espoir de le revoir un jour a commencé à s'estomper. Bien sûr, ils n'ont jamais abandonné, mais parfois, ne pas abandonner faisait encore plus mal, en se demandant ce que le petit Stephen endurait. Et le plus triste, c'est que tout ce qu'ils imaginaient dans leur pire scénario n'approchait probablement pas les horreurs que Stephen Steiner vivait réellement. Le 1er mars 1980, Stephen Steiner est réapparu, et il n'était pas seul. Stephen Steiner, 14 ans, s'est présenté au poste de police d'Ukiah, Californie, avec le jeune Timothy White, 5 ans. Nul n'aurait pu prévoir la suite d'événements qui permit à Stephen et Timothée de retrouver leur famille, mais ils allaient bientôt le découvrir. Après avoir enlevé Stephen 7 ans plus tôt, Kenneth Parnell l'avait emmené dans une cabane isolée à Cadiz Valley. Et c'est là que le lavage de cerveau a commencé. Kenneth avait déjà attiré Irvin, un homme souffrant d'un handicap intellectuel, sous son emprise le convainquant que ce complot d'enlèvement était une mission bienveillante pour élever un enfant dans la religion. La réalité était tout autre. Kenneth a dit à Stephen que ses parents l'avaient abandonné, qu'ils avaient trop d'enfants et qu'il était désormais son tuteur légal. Ainsi débuta près de 10 ans de cruauté et de prédation. Kenneth déplaçant Stephen d'école en école sous le nom de Dennis Gregory Parnell. Il lui a pris sa famille et volé son identité. Il lui a même volé son identité, espérant ainsi le façonner en outil parfait. Lorsque Stephen est devenu adolescent, perdant presque tout espoir de s'échapper, Kenneth a perdu tout intérêt pour lui. Il a alors tenté de s'en servir pour attirer un garçon plus jeune, sans succès. Kenneth a toujours trouvé Stephen incompétent. Il ne savait pas que Stephen sabotait discrètement chaque tentative d'enlèvement. Ce n'était pas vraiment la sécurité de Stephen qui l'a poussé à s'échapper après toutes ces années de tourments. C'est l'enlèvement par Parnell du petit Timothy White, âgé de 5 ans, qu'il prévoyait de soumettre aux mêmes atrocités terribles qu'il avait fait subir à Stephen. Le 1er mars 1980, Stephen a décidé qu'il était temps de s'échapper pendant que Kenneth était au travail, emmenant Timothy avec lui. Ils ont fait de l'autostop sur plusieurs kilomètres jusqu'au poste de police d'Ukiah. Un mandat d'arrêt a été émis contre Kenneth Parnell, et les garçons ont été ramenés chez eux. Mais comme on le constate souvent dans certaines des histoires de cette vidéo, parfois, l'obscurité persiste, même lorsque le crime est terminé. Parnell ne passera que 5 ans en prison pour son crime, et Stephen mourra dans un accident de moto près de 10 ans plus tard, à l'âge de 24 ans. Timothée sera l'un des porteurs lors de ses funérailles. Le frère aîné de Stephen, Kerry, deviendra plus tard un tueur en série brutal qui assassinera 4 femmes. Mais un crime commis par pur sadisme a parfois plus de sens qu'un crime commis par une forme tordue d'amour. Numéro 9. Mao Yin.
En octobre 1988, Li Zhengzhai, une femme travaillant comme exportatrice de céréales en Chine, a reçu un télégramme contenant 6 mots qui l'ont glacé jusqu'aux os. C'était de la part de son mari, et il disait « Urgence à la maison, reviens tout de suite ». Zheng Zhengzai, prise de panique, a demandé à son responsable ce que tout cela pouvait bien signifier. Impassible, il a simplement répondu par le pire cauchemar de tous les parents. « Votre fils a disparu ». Ainsi, le monde de Zheng Zhengzai et son mari a commencé à s'effondrer. Le garçon, Mao Yin, âgé de seulement 2 ans et demi, était sa fierté et sa joie. C'était l'époque de la tristement célèbre politique de l'enfant unique en Chine, donc chaque famille pouvait consacrer tout son amour et toute son attention à l'unique enfant qu'elle était autorisée à avoir. Mao Yin avait toujours été un petit garçon si doux et curieux. Jean Cher racontera plus tard un voyage mémorable au zoo, où le garçon, surnommé Jia par ses parents, ce qui signifie grand, semblait même s'émerveiller de joie devant un ver rampant sur le sol. Rien dans la situation ne semblait avoir de sens. Son père le ramenait simplement de la maternelle, comme il le faisait tous les autres jours dans leur ville natale de Xi'an. Le père de Mao Yin s'est brièvement arrêté dans un hôtel voisin pour lui prendre de l'eau. En seulement 2 minutes, alors qu'il refroidissait l'eau, son fils a disparu sans laisser de traces. C'était le pire cauchemar pour tout parent, mais au début il restait optimiste. Après avoir immédiatement alerté les autorités, il pensait qu'il ne faudrait pas longtemps avant que le garçon soit retrouvé. Il n'avait aucune idée des décennies difficiles qui les attendaient. Mais il est probable que Mao Yin n'aurait jamais été retrouvé sans un facteur crucial. Li Zhengzai était une mère qui n'abandonnerait jamais, quoi qu'il arrive. Avec la disparition de son fils, elle était passée à l'action, imprimant et distribuant plus de 100 000 tracts pour faire connaître la disparition de Mao Yin. Son cœur était constamment meurtri par la douleur de cette perte. Une petite voix persistante dans sa tête lui disait qu'elle ne reverrait jamais son fils. Mais elle refusait d'obéir à cette voix. Elle retrouverait son Jia, même si cela lui prenait le reste de sa vie. Au milieu de tout cela, Zheng Jia découvrit une rumeur sinistre. Un jeune couple avait adopté un enfant ressemblant exactement à son fils disparu. Elle voulait en avoir le cœur net avant de se calmer. Elle traqua le couple à travers le pays, mais ils gardèrent toujours une avance, la narguant avec la possibilité de mettre fin à son cauchemar éveillé. Finalement, elle découvrit que l'enfant du couple n'était pas Mao Yin. Ce fut un coup dévastateur, mais aucun coup n'est jamais suffisant pour les empêcher d'essayer. Au fil des décennies, la recherche de Zhang Jiai a permis de retrouver 29 autres enfants disparus, et de les rendre à leur famille. Cependant, il semblait que cette chance ne lui serait jamais accordée. C'était le cas, jusqu'à ce que la technologie rattrape réellement l'intensité des recherches de Zhang Jiai. En avril 2020, la police a reçu un tuyau concernant un couple qui avait acheté un enfant dans la province du Sichuan pour 6 000 yuans, soit environ 845 $, 32 ans plus tôt. Lorsqu'ils ont enquêté, ils ont pu utiliser une combinaison de portraits robots et de tests ADN pour confirmer qu'un homme adulte nommé Gu Guo Ningning, le nom que les ravisseurs lui avaient donné, était en réalité Mao Yin. Toutes ces années auparavant, il avait été enlevé par des trafiquants d'êtres humains et vendu à un couple sans enfants où il a vécu une vie complètement différente. Aussi terrible que cela ait dû être pour Guo de découvrir que toute sa vie n'était en fait qu'un mensonge, les retrouvailles émouvantes avec ses vrais parents ont donné de la valeur à ses 32 ans de recherche. Certaines retrouvailles demandent de grands efforts. D'autres résultent des coïncidences les plus étranges imaginables. Numéro 8. Zephanie Nurse. On dit que l'accouchement est l'une des épreuves les plus difficiles qu'une femme puisse vivre, et personne ne le sait mieux que Céleste Nurse. Le 28 avril 1997, Céleste a subi une césarienne à l'hôpital Groote du Cap, en Afrique du Sud, pour donner naissance à une fille en bonne santé qu'elle a nommée Zephanie. Ce fut une expérience épuisante et douloureuse, la laissant ensuite dans un état second sous l'effet des sédatifs. Pourtant, le fruit de son labeur reposait dans un berceau non loin de son lit, alternant entre pleurs et sommeil. Dans les jours tendus suivants, elle se rappelle qu'une femme, semblant infirmière, s'est approchée de son lit, a pris Zephanie du berceau et l'a réconfortée alors qu'elle pleurait. Puis les antidouleurs ont fait effet et elle a perdu connaissance. Lorsque Céleste s'est réveillée, elle a trouvé une vraie infirmière à son chevet, lui demandant, paniquée, où était son bébé. Le berceau était vide, Zephanie avait disparu. La police a été appelée et ils ont immédiatement commencé une fouille complète de l'hôpital. Ils n'ont pas retrouvé Zephanie, mais ont découvert une piste d'indices, révélant le plan méticuleux de la ravisseuse. Ils ont trouvé un oreiller abandonné, que la police pense avoir servi à la ravisseuse pour simuler un ventre de femme enceinte, et entrer à l'hôpital. Elle a ensuite enfilé une fausse tenue d'infirmière réaliste, et s'est liée d'amitié avec les autres futures mamans.
Bien qu'elle paraisse gentille, elle était en réalité un loup déguisé en agneau, cherchant la cible idéale pour son plan. Très probablement, le fait que Céleste ait été programmée pour une césarienne signifiait qu'elle serait sous anesthésie après l'accouchement, ce qui faisait d'elle une victime plus facile à manipuler. Le plan s'était déroulé sans accroc. Voici une question. Si deux personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par deux mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année. Et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. 5 jours plus tard, Céleste est rentrée chez elle sans bébé. Les années suivantes furent une véritable torture. La famille Nurse a collaboré avec les enquêteurs et multiplié les campagnes médiatiques pour sensibiliser à la disparition de Zéphanie. De fausses pistes n'ont mené qu'à de grandes déceptions. Dans un cas particulièrement répugnant, Glenda Doubel, voisine de la mère de Céleste, a prétendu savoir ce qui s'était passé juste pour extorquer de l'argent à la famille. Pendant tout ce temps, Céleste a eu une deuxième fille, Cassidy, et en janvier 2015, 17 ans après la disparition de Zéphanie, elle est allée dans une nouvelle école. Là-bas, elle a rencontré une fille un peu plus âgée nommée Misha Solomon, et tous leurs amis ont fait remarquer à quel point il y avait une ressemblance frappante entre elles. Lorsque le père de Cassidy, Mornay, a entendu parler de cela, il a organisé une rencontre entre lui et la nouvelle amie de sa fille. Il s'est avéré que cette nouvelle amie de sa fille était aussi sa fille. Un test ADN l'a confirmé. Misha Solomon, âgée de 17 ans, était en réalité Zéphanie Nurse. La femme qu'elle croyait être sa mère était en fait sa ravisseuse, Lavona Solomon. Aussi monstrueux que soient les actes de Solomon, il est également difficile de ne pas la voir comme une personne pitoyable. Elle a été poussée par un accès de folie, après avoir subi plusieurs fausses couches. Lavona a été arrêtée et emprisonnée pour enlèvement. Misha Solomon a décidé de vivre avec son faux père, qui s'est avéré ne pas être au courant de l'enlèvement qui lui avait amené celle qu'il croyait être sa fille. Zéphanie, qui s'appelle encore Misha Solomon, après des difficultés à créer des liens avec ses parents biologiques, a écrit un livre sur son histoire intitulé Zéphanie. 2 mères, une fille. C'est une histoire vraie, étonnante, et elle va devenir encore plus étrange. Numéro 7. Alex Batty. Alex Batty a eu ce qu'on pourrait appeler une éducation non traditionnelle. Il avait 2 ans lorsque son père était parti. Il a été élevé par sa mère, Mélanie, et sa grand-mère, Suzanne, qui a ensuite été déclarée sa tutrice légale. Il avait 11 ans lorsque sa mère et son grand-père l'ont emmené en vacances en Andalousie, en Espagne, en 2017. Tout cela avait été convenu avec la grand-mère d'Alex. Et ils étaient censés revenir en Angleterre le 8 octobre, mais ils ne l'ont jamais fait. Alex a été vu pour la dernière fois au port de Malaga. Ce qui est particulièrement étrange dans l'affaire Alex Batty, c'est que Susan a rapidement reçu un message Facebook de la ravisseuse d'Alex, sa propre fille, la mère d'Alex. Le message montrait une vidéo troublante d'Alex, sa mère et son grand-père, expliquant leur installation dans une communauté alternative au Maroc. Là-bas, ils voulaient l'éloigner de l'endoctrinement de l'école traditionnelle et de la vie au Royaume-Uni. Même si la vie dans laquelle Alex était entraîné était alternative, elle n'était pas saine. Alex dira plus tard que les premières années de vie nomade avec sa mère et son grand-père ressemblaient bien à des vacances. Mais à 14 ans, la réalité l'a rattrapé.
Il donnait un coup de main pour des travaux de peinture et de rénovation en échange d'un logement, avant de partir finalement pour poursuivre des études formelles et rechercher une stabilité future. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à envisager un retour au Royaume-Uni. Plus tard, il dira « J'ai comparé chaque mode de vie, et après quelques mois, compris que l'Angleterre était la meilleure option. Il a laissé un mot à sa mère et a quitté la maison d'hôtes isolée au milieu de la nuit avec son peu d'argent et quelques affaires. Le 13 décembre 2023, il a été retrouvé par un livreur de 26 ans, alors qu'il errait au bord de la route, à 3 heures du matin. Le livreur était inquiet et a pris Alex avec lui, ce qui est exactement l'inverse de tant d'autres cas de ce genre. Monter dans le véhicule d'un inconnu a aidé Alex à se sortir de sa situation dangereuse dans ce cas. Il a été conduit au poste de police, qui a aidé à le rapatrier au Royaume-Uni 6 ans après sa disparition. Il ne gardait aucune rancune envers ses ravisseurs, affirmant aimer sa mère et son grand-père, mais refusait simplement leur mode de vie. Mais en ce qui concerne les enfants qui finissent par retrouver le chemin de chez eux, le parcours d'Alex n'est rien, à côté du long et surprenant périple de notre prochain cas. Numéro 6. Saru Briarly. Sheru Munshikan est né vers 1981, à Khandwa, dans le Madhya Pradesh, en Inde, d'une mère hindoue et d'un père musulman. Le départ précoce de son père a plongé Saru et sa mère dans la pauvreté. Sa mère travaillait sur des chantiers pénibles, et Saru et ses 2 frères et sœurs devaient mendier à la gare pour survivre. C'est finalement un trajet en train qui allait redéfinir la vie de Saru. En 1986, le frère aîné de Saru, Gudu, avait prévu de faire un trajet en train de 70 km de Khandwa jusqu'à la ville de Burhanpur, où il pourrait espérer gagner un peu plus d'argent. Saru a demandé à accompagner son frère, et Gudu a accepté à contre-cœur, sans se douter de l'effet papillon qui était en train de se produire en temps réel. Quand le train est arrivé à Burhanpur, Saru, qui n'avait qu'environ 5 ans, était épuisé. Gudu lui a dit d'attendre à la gare et de se reposer, et c'est exactement ce que Saru a fait. C'est là que le premier rebondissement cauchemardesque est survenu. Pendant que Saru dormait, Gudu a été percuté par un train en traversant les voies et a été tué. Quand Saru s'est réveillé, il n'avait aucune idée de ce qui se passait, et ne comprenait pas pourquoi son frère n'était pas là. Après avoir attendu longtemps, il a paniqué et est monté dans un wagon vide d'un train à la gare. Saru, encore épuisé après une longue journée, s'est endormi dans le wagon. Le train a commencé son trajet pendant qu'il dormait, et quand il s'est réveillé, il était à 1500 km de chez lui. Hors de son élément et bien trop jeune pour se souvenir ou expliquer ce qui lui était arrivé, il était piégé à près de 1600 km de sa mère démunie. Il se trouvait à la gare de Howrah, dans la métropole florissante de Calcutta, au Bengale occidental. Chaque fois qu'il prenait d'autres trains pour rentrer chez lui, il revenait toujours à Howrah. Il a survécu en ramassant des restes à la gare au début, avant de s'aventurer plus loin dans la ville pour trouver n'importe quel travail afin de rester en vie. Il a vécu ainsi des semaines jusqu'à ce qu'un adolescent le conduise à la police en signalant qu'il était un enfant disparu. Il a ensuite été placé dans un centre pour enfants abandonnés. Comme il ne pouvait fournir aucune information sur sa mère ou son domicile à cause de son jeune âge, il a été proposé à l'adoption. En 1987, il a été adopté par une famille en Tasmanie, en Australie. Pendant ce temps, la mère de Saru, Kamla, recherchait ses 2 garçons disparus. Après avoir reçu la terrible nouvelle que Gudu avait été tué, elle a tout fait pour continuer à chercher Saru. Saru a grandi en Australie, a appris l'anglais, et a ensuite obtenu un diplôme en commerce et hôtellerie à l'Australian International Hotel School de Canberra. Pendant qu'il obtenait ses diplômes, il travaillait aussi sur un autre projet, utilisant Google Earth pendant des années pour retrouver le chemin de chez lui. Il a minutieusement dessiné les voies ferrées en Inde selon ses souvenirs, réunissant toutes les preuves pour déterminer son point d'origine probable. Et c'est ce qui l'a amené à trouver Khandwa. Après avoir contacté des habitants par l'intermédiaire d'un groupe Facebook, il a été encore plus certain que c'était sa ville natale. Il a pris un vol de retour 25 ans après son départ initial et a parcouru les rues avec une photo de lui enfant. Il a demandé si quelqu'un avait perdu un enfant il y a plus de 20 ans dans la région. La communauté l'a vite conduit vers sa mère et ses frères et sœurs, désormais instruits et ayant modestement réussi dans la vie. L'histoire émouvante de retrouvailles contre toute attente a bouleversé le monde, et le livre de Saru, Un long chemin vers la maison, a été adapté en film nommé Aux Oscars, Lyon, avec Dev Patel dans le rôle de Saru. Mais alors que cette histoire était prête pour Hollywood, la suivante comporte plus de rebondissements que le plus fou des thrillers. Numéro 5, Paul Franchek. Le 26 avril 1964 à l'hôpital Michael Reese à Chicago, dans l'Illinois, Dora Franchek a donné naissance à Paul Joseph Franchek.
Elle n'avait aucune idée à quel point sa vie allait devenir étrange. Un jour après la naissance, une femme déguisée en infirmière s'est approchée de Dora alitée pour lui dire qu'un médecin voulait examiner Paul de plus près afin de vérifier sa santé. Comme Dora n'avait aucune raison de douter de la véracité de ce qu'on lui disait, elle a confié le petit Paul, et il a disparu. La soi-disant infirmière a quitté le bâtiment avec Paul et n'a jamais été revue. Cela a déclenché la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de Chicago jusqu'à ce moment-là, avec une mobilisation massive de 175 000 employés des postes, 200 policiers et le FBI. La réaction dans cette affaire a été exceptionnellement rapide, avec 600 maisons fouillées avant minuit le même soir. Malheureusement, cela n'a pas suffi, et Paul a échappé à tout le monde. Tout cela était déjà un véritable cauchemar en soi, mais après cela, les choses allaient devenir bien plus étranges pour toutes les personnes concernées. Le 2 juillet 1965, un bébé garçon abandonné a été retrouvé dans une poussette au milieu d'un centre commercial à Newark, dans le New Jersey. Le bébé a été confié à une famille d'accueil, qui l'a nommé Scott McKinley. Le FBI avait d'autres théories sur son identité. Son ravisseur avait-il eu des remords, ou réalisé qu'il manquait de moyens pour élever un enfant? Nul ne le savait. Mais Dora était si heureuse de revoir son fils qu'elle n'y prêtait guère attention. Paul a retrouvé la famille Ofranchak, et tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que Paul ait 10 ans. En cherchant à jeter un coup d'œil à ses cadeaux de Noël, il est tombé sur un exemplaire d'un des journaux qui relatait son enlèvement. Il a été troublé de voir cela, car l'événement s'était produit alors qu'il était trop jeune pour s'en souvenir. Il a demandé à Dora, qui semblait bouleversée qu'il l'ait découvert. Elle l'a grondé et a dit « Oui, tu as été enlevé, nous t'avons retrouvé. Nous t'aimons, c'est tout ce que tu dois savoir. » Mais cette réponse a renforcé les inquiétudes de Paul au lieu de les calmer. Dès ce jour, il a toujours soupçonné que les Franchak n'étaient pas ses vrais parents. Mais il est resté silencieux pendant près de 40 ans. En 2012, après avoir porté ce fardeau toute sa vie, il a passé un test ADN et a demandé à ses parents de fournir des échantillons. Ils ont d'abord accepté, mais après lui avoir envoyé les échantillons, ils l'ont supplié d'arrêter. L'idée de ce qu'il pourrait découvrir était tout simplement trop terrible. Ce n'était pas une décision facile, mais Paul a décidé d'envoyer le kit de test ADN, pour découvrir qu'il n'était pas Paul du tout. L'ADN a révélé qu'il était en fait un autre enfant disparu, Jack Rosenthal, abandonné il y a des décennies dans le centre commercial par ses parents biologiques, cruels et instables. Il s'est avéré que Paul Franchak n'était jamais rentré chez lui. Mais dans un autre retournement étrange, le vrai Paul Franchak était pourtant vivant. Un test ADN réalisé en 2019 a confirmé que Paul, n'ayant aucune idée des origines sinistres de sa nouvelle vie, vivait en réalité sous le nom de Kevin Ray Batty, dans le Michigan. Il n'a jamais pu rencontrer sa mère biologique en personne, mais ils ont eu plusieurs conversations téléphoniques avant qu'il ne meure d'un cancer à l'âge de 56 ans. À ce jour, la question de savoir qui a enlevé le véritable Paul Franchak n'a pas été résolue, et le FBI considère toujours l'affaire comme ouverte. Numéro 4. Natasha Ryan. Natasha Ann Ryan avait 14 ans lorsque sa mère l'a déposée à l'école en 1998. C'était un mois d'août glacial à Rockhampton, dans le Queensland, mais rien dans l'air ne semblait annoncer l'horreur à venir. Ce soir-là, Natasha n'est pas rentrée, inquiétant aussitôt ses parents. Ils étaient inquiets pour elle, et ils ont immédiatement pensé au suspect le plus probable, Scott Black, le petit ami de leur fille âgée de 22 ans. Black avait toujours eu une mauvaise influence sur Natasha, comme si sortir avec une mineure à 22 ans n'était pas déjà un signal d'alarme. Il l'avait encouragée à essayer de s'enfuir avec lui et de se marier en secret un mois avant qu'elle ne disparaisse réellement. Mais à peu près à la même époque, une possibilité bien plus sinistre commençait à émerger. Natasha aurait pu être la victime d'un tueur en série actif qui opérait dans la région où elle avait disparu. Il s'agissait de la série de crimes de Leonard Fraser, qui avait attaqué et tué entre 4 et 7 femmes au cours de ses nombreuses années d'activité, avant d'être arrêté en 1999, l'année suivant la disparition de Natasha. La même année, le petit ami de Natasha, Scott Black, a aussi comparu devant le tribunal de première instance de Rockhampton pour la tentative de fugue de Natasha, reconnu coupable d'entrave à la justice pour avoir nié connaître la localisation de sa petite amie mineure à ce moment-là. Certains ont pensé, avec optimisme, que la foudre avait peut-être frappé 2 fois et que Scott était encore responsable de la disparition de Natasha. Mais lorsque personne n'a pu retrouver Natasha, ses parents dévastés ont admis qu'elle était peut-être simplement une autre des nombreuses victimes de Leonard Fraser. Fraser a avoué son meurtre, ce qui semblait clore l'affaire. La famille est prête à organiser une cérémonie commémorative pour leur fille. Puis, en 2003, pendant le procès de Leonard Fraser,
La police a reçu un tuyau anonyme indiquant que Natasha était vivante et en bonne santé dans une maison à North Rockhampton. Le père de Natasha a failli s'effondrer en entendant l'annonce. La maison, qui était bien sûr louée par Scott Black, a été perquisitionnée. La police a trouvé Natasha cachée dans un placard de la chambre. C'est ce qu'elle faisait chaque fois que des visiteurs venaient, ne se déplaçant librement dans la maison que lorsqu'il n'y avait qu'elle et Scott, et ne sortant que la nuit. Plutôt que d'avoir été enlevée, Natasha a plutôt présenté tout l'événement comme une fugue avec Scott de son plein gré. Il était évident qu'il y avait de l'emprise vu la différence d'âge. L'affaire est devenue un phénomène médiatique, puis la confusion a augmenté. Natasha a volontairement témoigné au procès de son présumé meurtrier, confirmant qu'elle ne l'avait jamais rencontré de sa vie. Natasha et Scott ont été inculpés pour tout le stratagème, et Natasha a reçu une amende pour avoir entraîné les enquêteurs sur de fausses pistes. Scott a été envoyé en prison pour parjure, tout en payant d'énormes frais d'enquête. Fraser est décédé en prison en 2007. En 2008, Natasha et Scott se sont mariés, et ont continué à vivre de leurs gains issus de tout ce fiasco. Elle aurait vendu les droits exclusifs des photos de mariage à un magazine pour 200 000 $. Comme d'autres histoires de cette vidéo, celle de Natasha n'aurait pas de fin heureuse. Elle a été retrouvée morte au club de golf de Rockhampton en 2024 à l'âge de 40 ans. Les autorités ont exclu tout acte criminel. Mais les morts précoces restent souvent un thème étrange lié aux disparitions d'enfants. Notre périple des incidents terrifiants nous a menés partout. Mais que se passe-t-il quand une histoire d'horreur débute par la promesse d'un voyage au lieu le plus heureux du monde? Numéro 3, Susan Gervais. Les années 1960 étaient une époque étonnamment innocente. Une époque avant que la paranoïa constante, des informations 24 heures sur 24 et des réseaux sociaux ne viennent semer la peur dans nos cœurs. En 1969, Susan Priest, 4 ans, de Pontefract en Angleterre, passait des vacances en caravane avec sa mère célibataire et son frère ou sa sœur. Une famille écossaise présente au camp a fait à la mère de Susan une offre incroyable. Il proposait d'emmener Susan gratuitement en Floride pour visiter Disney World lors d'un voyage unique. Il lui suffirait de fournir l'acte de naissance de Susan pour l'ajouter à leur passeport pour le voyage. Ignorant tous les signaux d'alerte liés au fait de confier son enfant de 4 ans à des inconnus pour un voyage international, elle accepta et remit les documents. La promesse faite à sa mère était un mensonge. Elle n'a jamais été emmenée à Disney World, mais au Canada puis en Nouvelle-Zélande avant de s'installer en Australie avec ses nouveaux parents. Elle pensait juste avoir été adoptée. À 16 ans, la signature de sa vraie mère a été requise pour son passeport néo-zélandais, dévoilant l'absence de tout papier d'adoption. Ses faux parents ont affirmé qu'elle avait été volontairement confiée, mais à l'époque, elle ignorait comment retrouver sa mère biologique. Désormais appelée Susan Gervais, elle avait oublié son nom de famille d'origine. Sa prétendue mère est morte de la sclérose en plaques quand Susan avait 10 ans, laissant sa communauté itinérante l'élever avec amour. À 21 ans, Susan avait perdu ses 2 ravisseurs, alors que sa famille biologique la cherchait toujours en Angleterre. Elle a décidé d'essayer de renouer ce lien après toutes ces années. Avec le soutien de son mari et de ses enfants, Susan a pu retrouver sa famille grâce à un groupe Facebook d'habitants de Pontefract, 53 ans après sa disparition. Elle a repris contact avec ses frères et sœurs et organisé une rencontre. Sa mère biologique est décédée 8 ans avant, sans jamais savoir ce qu'il était arrivé à sa fille, car un couple avait trompé un parent et arraché son enfant pour toujours. Nous avons abordé de nombreux cas effrayants dans cette vidéo, mais aucun ne se compare à un enlèvement qui s'accompagne aussi d'un meurtre. Numéro 2. Heather Robinson. Dans une vidéo qui présente des criminels vraiment monstrueux, rares sont ceux aussi diaboliques que John Edward Robinson, ou comme il aimait s'appeler en ligne, Slave Master. Lors de sa série de crimes ayant causé 8 victimes féminines, Robinson est devenu le premier tueur en série d'Internet. Il a été parmi les premiers à utiliser le web pour mener ses escroqueries et piéger des innocents. En 1985, il a approché la mère de 19 ans, Lisa Stasi, dans le Hope House Women's Shelter, sous le faux nom de John Osborne. Il a promis de fournir un logement et une aide financière à Lisa, 19 ans et sans ressources, ainsi qu'à sa fille de 4 mois, Tiffany, en échange de sa signature sur des feuilles vierges. Il s'agissait en réalité d'un stratagème pour falsifier des documents d'abandon, en vue d'une adoption afin de voler et vendre le bébé avant de tuer brutalement Lisa. D'ailleurs, le lendemain de la disparition de Lisa Stasi, Robinson a proposé à son frère Don et à sa femme une offre incroyable. Le couple avait des difficultés à adopter, mais ils venaient justement de trouver un bébé d'une femme qui, eh bien, n'était plus parmi eux. Les Robinson ont immédiatement adopté Tiffany Stasi, et ils l'ont renommée Heather Robinson.
Il serait à jamais reconnaissant à John, l'oncle d'Heather, de leur avoir offert un bébé miracle. Bien sûr, il ne l'a pas fait par bonté de cœur. Il a fait payer à son propre frère 5 500 $ de frais juridiques en échange de la fillette. Sa méchanceté touchait aussi sa famille. Heather a découvert la terrible vérité à 15 ans, après l'arrestation de son oncle John pour ses crimes. Son oncle avait tué sa mère biologique et l'avait confiée à ses nouveaux parents. Robinson est encore dans le couloir de la mort, tandis que Heather tente de mener une vie presque normale. Mais qu'en est-il de l'enfant qui a mis le plus de temps à retrouver le chemin de la maison? Numéro 1, Luis Albino. Quand il s'agit d'enfants disparus qui reviennent après leur disparition, aucun cas n'est plus étrange et improbable que celui de Luis Albino, âgé de 6 ans. En 1951, Luis et son frère aîné Roger jouaient dans un parc à Oakland, en Californie, lorsqu'une femme adulte à l'air étrange les a approchés. Elle paraissait sympathique, surtout pour Luis, plus jeune et plus naïf, mais quelque chose en elle était troublant. Elle lui a dit que s'il la suivait, il aurait des bonbons gratuits en récompense. C'était une ruse facile à une époque où l'on soupçonnait à peine les ravisseurs d'enfants. Tandis que Luis suivait la femme, Roger les surveillait. À seulement 10 ans, s'il arrivait quelque chose de grave, il ne pouvait pas vraiment faire grand-chose. Il courut donc à la maison pour prévenir un adulte, mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. Luis avait été enlevé. La famille de Luis a aussitôt contacté la police de Oakland. Sa mère, Antonia, portoricaine et ne parlant que l'espagnol, c'est Roger qui a servi d'interlocuteur principal. Les enquêteurs ont en fait pris très au sérieux les paroles du jeune Roger. Ils ont lancé une vaste chasse à l'homme conjointe, uniquement sur la base de son témoignage qu'une inconnue au bandana avait emmené Luis. Pendant des heures cruciales d'enquête, les gardes-côtes ont fouillé les eaux, près de Jack London Square et la baie de San Francisco, sans résultat. Pendant ce temps, leur vraie chance de retrouver Luis s'est échappée. Aucune piste n'a été trouvée, et malgré les fréquentes visites d'Antonia au commissariat d'Oakland, aucun progrès n'a été fait. La famille peut relancer les recherches en 1966, 15 ans plus tard. À ce moment-là, Luis aurait eu 21 ans s'il était encore en vie. La famille Albino pensait qu'il laisserait une trace aux examens du service militaire pendant la conscription pour la guerre du Vietnam. Sans succès, mais ils gardèrent espoir. Ils ont fait plusieurs voyages de retour à Porto Rico pour chercher Luis au cas où il y aurait été emmené. Toujours aucune trace. Les années sont devenues des décennies. Finalement, Antonia est décédée en 2005 sans jamais savoir ce qui était arrivé à son fils. Roger, bien qu'il n'ait eu aucun réel pouvoir pour changer la situation, a probablement porté la culpabilité de ne pas avoir pu sauver son frère pendant tout ce temps. Les gens pensaient probablement que Luis était mort depuis longtemps, que son corps n'était plus que des os. Mais tout a changé en 2020 par pur hasard. Alita Alekin, la nièce de Luis âgée de 63 ans, a décidé de faire un test ADN juste pour s'amuser. Mais au cours du processus, elle a découvert qu'elle avait une correspondance ADN de 22% de l'autre côté du pays, sur la côte Est. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais était-ce Luis? Ça valait le coup d'essayer. Elle a tenté de contacter sans réponse, puis s'est tournée vers la police d'Oakland en 2024, leur fournissant l'information et demandant de l'aide pour enquêter sur la piste. Le FBI et le département de la justice de Californie ont pris le relais, et l'espoir a prévalu. C'était bien Luis Albino, retrouvé à 79 ans, 73 ans après sa première disparition. La femme inconnue qui l'avait enlevé étant probablement morte depuis longtemps. Luis pouvait confirmer qu'il avait été emmené chez un couple de la côte Est qui l'avait élevé comme leur propre enfant. Au cours des 7 décennies qui ont suivi sa disparition, il avait été pompier et avait servi 2 fois au Vietnam dans le corps des Marines. Il avait également eu des enfants et des petits-enfants. Lorsque le lien a été confirmé, Luis est retourné en Californie. Il a pu retrouver son frère, Roger, 2 mois avant que Roger ne décède lui-même. C'est une preuve de plus que la réalité dépasse souvent la fiction. Vous avez encore envie d'autres mystères de disparitions étranges? Regardez. Employé disparu depuis 10 ans retrouvé dans un supermarché. Ou d'autres histoires de personnes disparues. Ou regardez plutôt ceci.